Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Philippe Blaise, élu Les Loyalistes, président du MRC, premier vice-président de la province Sud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour un point d'actualité plus de 2 mois après le déclenchement de la violence insurrectionnelle qui a débuté le 13 mai dernier en Nouvelle-Calédonie. Tout de suite, Philippe Blaise, 2 mois et demi après le début de ces violences, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'une accalmie, d'un retour progressif au calme? Est-ce que vous pensez que le plus dur est passé ou que rien n'est fini? Je crois que ce qu'ont vécu les Calédoniens est quelque chose de terrible. Il faut dire les choses, on a été victime d'une tentative de coup d'État. Euh, le 13 mai, c'est une destruction organisée de notre tissu économique qui a été lancée avec des gens qui avaient préparé ça depuis très longtemps, depuis certainement des années. Et donc, les Calédoniens ont été complètement bousculés. On a vu ces destructions massives d'entreprises. Aujourd'hui, on continue à penser les plaies. Les conséquences ne sont pas encore pleinement arrivées. Et on craint qu'il y ait beaucoup de souffrances, hein, des emplois perdus, des problèmes de famine. On voit les conséquences, et je reviendrai là-dessus en cascade sur les finances publiques. Mais je suis venu aujourd'hui dire aux gens, on va tenir et on va se battre. Et je suis venu passer 2 messages essentiels. C'est que ceux qui sont pour la construction doivent l'emporter sur ceux qui sont pour la destruction, parce qu'ils sont minoritaires. Et nous, les loyalistes, nous avons un devoir qui est celui de nous retrouver, de nous réconcilier pour porter ce combat. L'unité est indispensable aujourd'hui. Oui, on y reviendra, mais c'est vraiment... Il y a une invitation qui a été donnée par le président de la République pour reprendre les discussions en septembre. C'est ce qu'il a dit aux 4 parlementaires. Il faut que dans ce mois d'août, nous avancions rapidement sur le chemin de la réconciliation entre loyalistes, parce que nous devons parler d'une voix unie, d'une voix forte, pour défendre la majorité des gens de ce pays, qu'ils soient loyalistes ou indépendantistes, qui veulent vivre dans la paix et avoir un projet pour ce pays. Nous allons revenir sur tout cela en détail, mais pour revenir à ce déchaînement de violence, cette insurrection, vous parlez de tentative de coup d'État. Est-ce qu'il y avait des commanditaires et est-ce que vous avez été surpris tout de même euh, par le déclenchement lui-même de cette insurrection et par l'intensité de la violence? Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Alors personnellement, j'avais été avisé qu'il y avait un risque de troubles dans les quartiers et que les forces de l'ordre pourraient être dépassées. C'est pour ça qu'on avait commencé à faire des réunions préparatoires entre voisins vigilants pour anticiper cela. Mais je crois que personne ne pouvait imaginer l'ampleur de cette violence. Et on a bien vu à Rivière-Salée, où il y avait des milices armées CCAT, on a bien vu à d'autres endroits, à Caméré, que tout ça a été organisé avec des chefs qui communiquaient par radio, qui recevaient des consignes, qui ont donné de l'alcool, de l'argent à des jeunes, qui ont excité en fait des bandes de jeunes voyous pour mener ces actions qui étaient ciblées avec des listes d'entreprises. Et la justice ne s'y est pas trompée. Vous savez, les gens, ils ne vont pas en prison pour leurs idées politiques. Je l'ai dit au Congrès. On n'emprisonne personne dans la République française parce que vous êtes indépendantiste, et même si vous le dites de façon virulente. Mais quand vous commettez des actes de nature terroriste criminelle, vous avez à répondre de vos actes. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des gens en prison. C'est que ces gens sont... Les enquêtes ont démontré qu'ils avaient la responsabilité dans des actes qu'ils avaient soit perpétrés, soit organisés. Et donc, moi, je tiens à saluer le courage, le travail qui est fait par le procureur avec le haut-commissaire, parce qu'ils font appliquer les lois de la République. Les gens responsables d'actes criminels doivent répondre de leurs actes, et la justice fera la lumière sur tout cela. Il y a encore des commanditaires en liberté selon vous? Il y en a. Les enquêtes ne sont pas terminées. Il y a encore des responsables qui devront devoir répondre de leurs actes. Alors, la justice ne nous dit pas ce qu'elle fait, mais elle fait son travail. Mais on voit que régulièrement, effectivement, il y a encore des interpellations qui ont lieu. Les gens qui représentent un danger pour la société parce qu'ils sont dans la violence sont identifiés, ils sont recherchés et très souvent interpellés. Et il y en a encore. Il y a 50 personnes très dangereuses qui sont à Saint-Louis. Ce sont ces gens-là qui sont responsables des carjackings, des blocages, qui aujourd'hui font qu'on a 11 000 personnes qui, depuis 12 semaines sont une population martyre au Mont-d'Or, hein, et au Mont-d'Or Sud. Et on l'a dit d'ailleurs à la ministre de l'Outre-mer, on l'a dit, ne les abandonnez pas, il faut nous aider à permettre que ces gens puissent circuler. Mais on comprend bien qu'avec ces 50 terroristes dangereux,
l'État ne veuille pas qu'on aille dans un embrasement et a décidé de les bloquer pour pouvoir les rechercher, les interpeller. Donc vous pensez que sur le plan de l'ordre public, l'État a fait son travail, qu'il a fait ce qu'il fallait. On entend beaucoup dire qu'il aurait pu aller plus vite, plus fort. C'est pas votre sentiment? Je pense que... alors, moi, je ne fais pas partie de ceux qui veulent taper sur l'État parce que je pense que le haut-commissaire, on a un bon haut-commissaire qui fait son travail, on a un bon procureur qui fait son travail. Il y a eu certainement une sous-estimation du risque avant le déclenchement le 13 mai des violences. Mais vous savez, ce n'est pas la faute d'une personne, c'est toute une chaîne de commandement. C'est tout l'appareil de l'État. Je pense qu'au plus haut niveau de l'État, il y a eu une sous-estimation et on n'a pas mis les moyens nécessaires en force de l'ordre. L'État a été très réactif pour assurer la sécurité des sites sensibles, mais je pense qu'il y a eu une sous-estimation de l'enjeu des destructions économiques. On a un peu laissé faire dans les premiers temps, les premiers jours, et je pense qu'on aurait pu éviter certaines destructions. Maintenant, je constate que l'État, et c'est le président de la République lui-même qui est sur le dossier, a envoyé des moyens exceptionnels en Nouvelle-Calédonie pour rétablir l'ordre. Donc je crois qu'il faut voir quand même ce qui est positif, et il faut que la population et nous, les élus, nous soutenions l'action de l'État, parce que heureusement que la France est là, heureusement que la République est là pour assurer la sécurité des ressortissants français. Donc ce qu'on espère maintenant, c'est que l'État nous mette plus de moyens après les Jeux Olympiques, et puis aide surtout à libérer les 11 000 résidents du Mont-Dore-Sud qui aujourd'hui sont des martyrs de cette violence organisée par la CCAT. Alors Marie-Guève nous semble avoir confirmé qu'il y aurait des renforts supplémentaires après les Jeux Olympiques. Ça veut dire, ça rejoint un peu la première question, ça veut dire que c'est pas fini, que l'ordre n'est pas encore rétabli, que l'État a encore besoin de renforcer son dispositif qui est pourtant déjà extrêmement important. L'ordre n'est pas rétabli parce qu'il y a aujourd'hui au sein du camp indépendantiste des gens qui ont compris la gravité de ce qui a été fait et les conséquences, et qui commencent à s'en émouvoir. Et puis il y a des gens, disons-le, qui n'ont rien à faire des conséquences pour la population, y compris de leur propre population. Ce sont des gens extrémistes, ce sont des gens qui brûlent des églises, qui ont brûlé le temple bouddhiste, qui ont profané donc des lieux de culte, et qui, je pense, représentent un danger, y compris pour les autorités traditionnelles, c'est-à-dire pour les autorités coutumières et pour les autorités religieuses. Ces gens-là, ils aiment la guerre, ils veulent la guerre, et face à eux, nous avons besoin que la République leur oppose les forces de l'ordre, et peut-être même l'armée s'il le faut. Vous parliez d'insurrection, d'un mouvement extrêmement bien organisé. Euh, on a évoqué des ingérences extérieures, on a parlé de l'Azerbaïdjan. Vous pensez que c'est une réalité, qu'il y a des puissances étrangères qui se sont emparées des choses et qui ont organisé ces actions? Mais je ne le pense pas. Enfin, ils s'en vantent. Enfin, on a quand même Omeira Neslin qui est allé à Bakou il y a un moment déjà. On a Michael Forest, membre du gouvernement calédonien, qui est allé à Bakou pour dire que oui, lui, il fait partie de la CCAT et très content, très fier de ce qu'ils ont fait comme travail. Et puis on a d'autres marionnettes à côté. Alors, il y a Madame Sakilia, il y a Madame Beharoun, il y a Madame Saliga, qui sont allés contre un billet d'avion lire ce qu'on leur a dit de lire pour cracher sur la France. Et ces gens-là font honte aux élus de la République, parce que ce sont des élus de la République, et ils sont achetés par une puissance étrangère qui n'est pas là pour les libérer. Ils ne sont pas prisonniers, ils sont en République française. Ils sont instrumentalisés par ces gens-là, et j'espère qu'ils auront des comptes à rendre. Alors vous savez, il y a un texte qui est passé récemment. Nous, les élus, on doit déclarer à la haute autorité de la transparence de la vie publique nos revenus, nos patrimoines, et ce texte a prévu qu'on doive déclarer les mandats d'ingérence d'une puissance étrangère. Donc quand vous avez un billet d'avion qui est payé, alors j'espère qu'ils vont le faire, parce que il y a besoin que ces élus qui sont élus par la République, protégés par les lois de la République, respectent toutes les lois de la République. Sur les raisons même de ces émeutes, de cette insurrection, il y a eu tout le monde reconnaît aujourd'hui que c'était un peu un prétexte, en tout cas le détonateur, la modification du corps électoral. Mais dans les commentaires, on a beaucoup entendu depuis le 13 mai dire que c'est parce que c'est le résultat de ces 30 dernières années, qu'on n'en a pas assez fait, qu'on ne s'est pas assez occupé de la jeunesse, notamment de la jeunesse kanak. C'est une analyse que vous partagez ou elle vous semble complètement erronée? Non, elle me semble un peu erronée. Vous savez, la province sud, par exemple, on a fait énormément. Je me suis moi-même investi dans la question de l'insertion dans les quartiers, dans le soutien aux associations de proximité,
Euh, et on est stupéfait, on est sidéré de voir en fait, ça n'a pas empêché des gens de monter la tête des jeunes et de provoquer toutes ces destructions. D'ailleurs, nos administrés, ceux qui payent des impôts, nous disent, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de payer pour faire du social ou aider les gens si c'est pour aboutir à ça? Je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je pense que beaucoup de gens ont subi, y compris dans les quartiers sociaux, les actions de bandes de gens venus de l'extérieur qui ont squatté dans les logements sociaux. Il va falloir faire la part des choses pour ne pas se tromper de responsable dans ce qui s'est passé, qui est très grave. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'immense déception et de doute sur le vivre ensemble qui est né de ces choses-là. Moi, je crois que ça a été organisé, c'est-à-dire qu'on a fait venir le 8 mai, vous savez, lorsqu'il y a eu cette manifestation dans Tuban qui n'aurait jamais dû avoir lieu, on a fait venir des gens de l'extérieur qui ont eu des consignes, qu'on a laissées dans les quartiers sociaux, là où ils n'habitent pas, pour mettre le feu, pour déstabiliser la Calédonie. Tout ça a été organisé, il faut que les responsables rendent des comptes. Vous le disiez, ça pose la question du vivre ensemble. On se pose la question depuis le 13 mai, est-ce que le vivre ensemble est encore possible en Nouvelle-Calédonie? C'était l'objectif qui avait été fixé, créer une communauté de destin. Est-ce qu'il n'est pas trop abîmé aujourd'hui? Est-ce que demain, les Calédoniens, quelle que soit leur ethnie, leur communauté, vont encore pouvoir vivre ensemble ou est-ce que c'est fini? C'est un rêve qu'il faut abandonner? Non, le vivre ensemble, il est nécessaire. D'abord, c'est l'histoire de la Calédonie. Il ne faut pas être naïf, et je crois qu'il va falloir tirer toutes les conclusions, toutes les conséquences de cette crise. Mais les Calédoniens, fondamentalement, sont dans le vivre ensemble. C'est-à-dire nous sommes une terre de métissage. Il y a beaucoup de gens qui ont du sang mélanésien. Il y a des gens qui vivent en brousse, qui vivent avec les Mélanésiens. Vous savez, on a accusé Sonia Baquez d'avoir parlé d'apartheid, de partition. C'est absolument pas ce qu'elle a dit. Elle a parlé du renforcement des pouvoirs des provinces parce que c'est l'équilibre du partage du pouvoir qui a eu lieu en 88. Mais nous savons très bien que déjà, il y a 50% de la population mélanésienne qui vit en ville. Il y a une très forte urbanisation depuis 30 ans de la population mélanésienne. Nous vivons ensemble. Nous allons dans les mêmes écoles. Nous nous faisons soigner par les mêmes médecins. Nous fréquentons les mêmes lieux. Dans les entreprises, le vivre ensemble, c'est tous les jours, c'est du matin au soir que les gens travaillent ensemble. Il y a une majorité de gens qui vivent ensemble. Mais il y a des forces politiques qui ont un projet qui est un projet totalitaire, qui est un projet qui mélange ethnie, identité culturelle, coutumes, et qui aujourd'hui bouscule ce vivre ensemble au nom de la souveraineté. Je crois que nous devons être capables d'opposer à ça un discours qui est un discours beaucoup plus fédérateur, beaucoup plus humaniste, qui dit « nous, on est français » et on se rend compte que ce cadre-là, il permet à tout le monde de garder sa dignité en restant français. Donc on se bat pour que dans ce pays, la province sud, mais également les communes que nous administrons, soient des espaces où on continue à porter ces valeurs, même si ces valeurs ont été bafouées avec toutes ces violences. Je pense que nous ne devons pas renoncer à cet idéal. Mais il y a quand même une culture mélanésienne, un attachement à sa coutume, à ses traditions, qui semble parfois insoluble dans la culture, dans la manière de vivre occidentale. Est-ce qu'il faut qu'elles vivent côte à côte, comme ça a été dit? Est-ce qu'il faut arriver à faire un mariage harmonieux des deux? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est possible dans la société calédonienne de demain? La politique, c'est l'art de trouver des équilibres entre tout ça. Et ça fait la richesse de la Calédonie, cette diversité culturelle, et c'est une réalité qui s'impose à nous. Donc notre responsabilité, c'est d'être capable de faire coexister ces réalités ensemble. Il y a des espaces qui sont des espaces coutumiers. Il y a des espaces qui sont des espaces urbains, modernes, dans lesquels la coutume n'est pas pertinente pour régler les relations entre les gens. Et donc il faut respecter tous ces espaces-là, et il faut que les Calédoniens surtout se sentent libres et puissent faire coexister leurs millefeuille culturelle. Vous savez, on est français, on appartient à une communauté, on est aussi des citoyens du monde, des Européens. On n'est pas monolithique. Et je regrette que dans le discours nationaliste, il y ait cette recherche d'une espèce d'imposer de façon totalitaire, être calédonien, c'est être kanak, et puis c'est être indépendantiste, et puis c'est relever du statut coutumier. C'est pas vrai. C'est pas la réalité. Donc, en tout cas, personnellement, moi, je suis à la recherche de cette solution intelligente. Ce qui ne veut pas dire renier les valeurs de la République, ce qui ne veut pas dire chercher des solutions de troisième voie qui ne tiennent pas la route. Il faut assumer les choses telles qu'elles sont. Sur laquelle vous y faisiez allusion à proposer une autonomisation des provinces dans une allocution prononcée le 14 juillet. C'est un projet que vous partagez, un projet institutionnel, là pour le coup, ça veut dire, en gros, c'est donner
plus de compétences aux provinces, revenir un peu à ce qui avait été fait en 88 avec les accords de Matignon. Alors, je ne voudrais pas passer trop de temps là-dessus. Je pense qu'elle s'en a expliqué. Je viens d'expliquer ce que ça n'est pas. Les Calédoniens sont attachés à la brousse. Moi, j'ai la tombe de mon arrière-grand-mère qui est à Pointe-Boute. J'ai parlé du métissage, j'ai parlé du fait qu'on vit aujourd'hui tous ensemble dans les communes. Donc, la provincialisation, c'est un outil de partage du pouvoir. Il y a 3 provinces parce qu'on a partagé le pouvoir. Et c'est ça qui a fait la paix. On comprend bien que les indépendantistes, le monde mélanésien a besoin d'avoir des institutions qu'ils dirigent de façon à donner des responsabilités à ces gens. Et nous avons besoin d'avoir la province sud dans laquelle nous dirigeons et nous donnons des responsabilités à nos gens et nous rendons le service public que nos gens attendent. Mais si vous me permettez, là, tout ça, c'est des outils. C'est des outils, donc il va falloir en discuter pour voir quelle est la meilleure solution technique, mais pour servir un projet de société. Moi, ce que je voudrais dire ici, c'est que aujourd'hui, en Calédonie, il y a une opposition entre les forces de destruction et les forces de construction. Les forces de destruction, ce sont les terroristes qui sont aujourd'hui à Saint-Louis, ce sont ceux qui ont organisé cette destruction économique, dont certains aujourd'hui n'assument pas. Je trouve extrêmement choquant que le groupe UCF-LNKS viennent nous dire mais pourquoi vous ne réglez pas le problème du transport en commun, viennent s'émouvoir du fait qu'il y a des destructions d'emplois. Ce sont eux qui sont derrière ça. La CAT, elle a été créée par l'UC, disons les choses. Donc les pompiers pyromanes qui déclenchent la guerre, qui déclenchent les problèmes, les incendies, qui arment la main de ceux qui agissent, qui après viennent dire il faudrait régler le problème, ils nous font un peu rigoler. Et après, il y a les forces de construction. Les forces de construction sont tous ceux qui, quelles que soient leurs idées politiques, disent nous, on n'a jamais été d'accord pour qu'on brûle des églises. On n'a jamais été d'accord pour qu'on brûle des écoles, pour qu'on mette nos gens au chômage. Parce que qui est puni dans cette affaire? Vous savez, Christian Théin, il s'est gargarisé de dire on va frapper l'économie coloniale. Christian Théin, il est en place, il a sa place en prison parce qu'il a détruit des dizaines de milliers d'emplois, y compris des gens de sa propre communauté, des gens qui aujourd'hui vont avoir des problèmes de famine dans les quartiers. Tout le monde est au courant, ça remonte. Donc, les forces de construction sont ceux qui refusent ça, qui disent notre combat politique ne consiste pas à mettre les gens dans la misère et à détruire la situation des gens. Quand on se bat pour le nationalisme, pour un pays indépendant, on ne le fait pas pour détruire les gens, on le fait pour construire quelque chose. Et je crois qu'on doit retrouver le chemin du dialogue entre gens de bonne volonté, entre gens qui sont dans cette logique de construction, qui disent nous ne pouvons pas accepter que les Canadiens se retrouvent au chômage, qu'il n'y ait plus d'argent pour payer l'aide médicale, qu'il n'y ait plus d'argent pour assurer les services publics, parce que ça, c'est une conséquence de l'œuvre de la CCAT. Ce n'est pas un choix qu'on a fait, c'est quelque chose qu'on ne peut plus payer parce que nous n'avons plus l'argent en caisse. Il n'y a plus aujourd'hui, à cause de la destruction de l'économie, à cause de la chute de 15 milliards de la TGC, à cause des conséquences sur le budget du gouvernement qui lui-même alimente les provinces et les communes, il n'y a plus d'argent pour garantir aux Calédoniens la dignité minimale des services publics qu'on avait mis en place. Les forces de construction, on constate quand même que côté indépendantiste, il y a eu des condamnations extrêmement timides. Il n'y a pas eu beaucoup de voix qui se sont élevées pour condamner ce qu'avait fait la CCAT. Moi, j'ai remarqué que le Palika n'a jamais cautionné les actions de la CCAT. Et Louis Mapou, même s'il renvoie dos à dos tout le monde, n'a pas du tout été d'accord avec ce qui s'est fait. C'est sûr que c'est compliqué pour les indépendantistes qui sont très solidaires, parce que c'est le combat du peuple kanak, de se critiquer ouvertement. Mais il y a quand même des positions où on assume aujourd'hui des divergences. Il me semble que le Palika, aujourd'hui, assume bien ces divergences avec l'Union calédonienne. En tout cas, quelle que soit la formation politique des gens, je pense qu'aujourd'hui, nous devons retrouver le chemin du dialogue et discuter avec ceux qui dénoncent les actions de la CCAT, qui dénoncent les violences, qui dénoncent le fait qu'on brûle des églises, qui dénoncent le fait qu'on ait mis les gens au chômage. Et c'est notre responsabilité à nous, loyalistes, de nous organiser pour parler d'une voix unie. Donc il faut que nous, on se retrouve de façon à engager ce dialogue avec ceux qui ne sont pas dans les forces de destruction. C'est un dialogue, une reprise des discussions qui a été envisagée par le président de la République pour le mois de septembre. Comment est-ce que vous allez vous y préparer? On a bien vu la distinction entre force de destruction, force de construction côté indépendantiste. Du côté des partisans de la France, vous en êtes où? On parle de l'unité très souvent, mais est-ce qu'elle est possible et est-ce qu'elle va être possible demain, notamment dès le mois de septembre, pour parler avec l'État et les indépendantistes? Vous savez pourquoi le coup d'État a raté le 13 mai? Il a raté parce que très rapidement, les citoyens calédoniens se sont organisés pour protéger leur quartier. Ils ne se sont pas demandé, toi, tu es un mec à qui, tu es dans quel parti?
Ils ne sont pas demandé ça. Ils sont descendus dans la rue, ils ont fait des barricades et moi je salue leur courage pour protéger leur maison et leur famille. Et cet exemple qu'ils ont donné d'union sacrée face à ceux qui voulaient détruire, cet exemple, il s'impose à nous les élus. Il doit nous inspirer. Aujourd'hui, la seule préoccupation que nous devons avoir, ce n'est pas de savoir quelle liste va être aux prochaines élections, c'est comment nous pouvons chacun défendre l'intérêt général, l'intérêt supérieur qui est celui de protéger les Calédoniens, les honnêtes gens, ceux qui travaillent, ceux qui veulent construire la Calédonie. Et donc, ça s'impose à nous, et je ne vois pas d'autre chemin aujourd'hui, dans ce mois d'août, que de travailler à la réconciliation et au rapprochement. Et ce travail, il a commencé déjà. Il y a déjà des élus qui se parlent, qui ont commencé à se voir pour dire, bon, maintenant, la situation est grave, il faut qu'on travaille ensemble, qu'on discute. Donc, le train de la réconciliation, il va démarrer. Et ce train, je pense que tout le monde le rejoindra, chacun à son rythme, de façon à ce que nous puissions, à la fin du mois, parler d'une voix unie et nous être mis d'accord sur les positions fondamentales que nous allons défendre pour sauver l'avenir des Calédoniens. D'abord, sortir de la crise et de ses conséquences sociales. L'urgence, c'est d'abord les conséquences économiques et sociales. Nous n'avons pas le droit de laisser les gens dans cette tragédie personnelle. Et après, discuter avec l'État pour donc la reconstruction, parler d'une voie unie, de façon à porter des projets qui seront homogènes, parce qu'on ne peut pas parler séparément entre le gouvernement et puis la province sur les solutions. Je crois que si on veut être crédible et puis obtenir les financements exceptionnels que seul l'État, seule la France peut accorder pour sortir la Calédonie de cette situation, nous devons venir avec une feuille de route, un plan d'action commun. Donc c'est une absolue nécessité. Et ensuite, pour discuter, réouvrir le chemin du dialogue avec les partenaires indépendantistes. Entre vous, est-ce qu'enfin, entre partisans du maintien dans la France, vous allez être capable de proposer un même projet de société? On voit bien la fracture depuis des mois. Alors, il y a des fractures d'état-major, des problèmes de relations personnelles, hein, tout le monde le sait. Mais il y a aussi la fameuse fracture entre modérés et radicaux, ceux qui pensent qu'il faut faire plus de concessions aux indépendantistes, ceux qui pensent qu'il faut maintenir une ligne extrêmement ferme. On a même dit que c'est cette ligne-là qui avait gagné les élections législatives. Est-ce que ça va être possible, effectivement, de mettre tout le monde d'accord sur ces idées qui sont quand même un peu différentes? Je crois que, d'abord, aucun de nous ne détient la vérité ultime. Je pense que ce qui s'est passé doit nous amener à beaucoup d'humilité, et surtout beaucoup d'humilité envers l'exemple de ces citoyens qui se sont unis pour se défendre. La ligne, c'est la ligne claire. Est-ce qu'on veut rester français? Oui, on veut rester français. À partir de là, il y a des nuances, il y a des sensibilités, il y a des styles différents. Il y a des gens qui disent, voilà, il faut montrer aux indépendantistes. Et moi, je fais partie de ceux-là qui ne nous imposeront rien par la force. Et je le dis à ceux qui imaginent qu'il y aura une deuxième mi-temps le 24 septembre et qui vont nous imposer des choses par la force, on sera là. C'est-à-dire qu'on ne laissera pas les choses recommencer comme le 13 mai. Mais en même temps, il faut aussi avoir des gens qui ont des sensibilités, qui savent parler aux gens. Il y a une façon de parler avec le monde mélanésien, il y a des usages, il y a des sensibilités. On a besoin de tout le monde. On a besoin de Sonia Baquès, on a besoin de Christopher Gess, on a besoin de Nicolas Mesdorf, de Gilles Brial, d'Isabelle Chamorro, on a besoin de Sonia Lagarde, on va avoir besoin du du sénateur naturel, d'autres personnes, des maires, je ne vais pas tous les citer, parce que c'est notre responsabilité collective. Vous ne citez personne de Calédonie Ensemble, c'est volontaire, ça ne fait pas partie de l'unité des partisans de la France. Souvent, les gens s'interrogent pour savoir dans quel camp ils sont. C'est la troisième voie, ce n'en est pas une. Calédonie Ensemble, en 2022, on avait on a fait élire Philippe Dunoyer qui devait venir travailler avec nous. Philippe Gomez devait se retirer. Et puis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il tire à boulet rouge sur nous. Et ils sont encore en train d'imaginer des martingales pour prendre la province sud avec les indépendantistes. Donc moi, je ne sais pas si ces gens-là sont loyalistes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a Philippe Gomez qui continue à essayer de régler des querelles personnelles, qui, je pense, est très néfaste pour la Calédonie. Je pense qu'en plus, comme il est responsable d'avoir mis ces 1000 logements sociaux par an qui ont été des repères insurrectionnels, il devrait faire preuve d'un peu d'humilité, mais il ne le fait pas. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut discuter avec eux. Ça serait bien que Philippe Dunoyer s'émancipe un peu, parce que je ne vois pas où il veut aller avec ce personnage qui a fait son temps. Mais Calédonie Ensemble, les gens se sont exprimés aux législatives. Ils ont dit je pense qu'ils ont envoyé un message très clair.
Ils veulent des gens qui ont des positions claires. Caillou Ensemble n'a pas des positions claires. Politiquement, toujours, on a appris le report des provinciales. Elle devait avoir lieu avant le 15 décembre. Ce sera finalement sans doute l'année prochaine, mais une date qui est encore indéterminée. C'est une bonne décision. C'était impossible de tenir des élections dans ce contexte, enfin, d'ici la fin de l'année. Les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour un scrutin libre et sincère. Enfin, vous avez vu ce qui s'est passé aux législatives. On a vu les photos, on a vu les tables avec les bulletins jaunes mis en avant. Enfin, ce sont des violations des pratiques électorales qui sont insupportables en démocratie. Et donc, on n'a pas pu avoir d'assesseurs, on n'a pas pu avoir de représentants de l'État dans des bureaux de vote tenus par des communes indépendantistes. Il va falloir régler ça. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a des recours pour demander ce qui s'est passé dans des bureaux de vote où on a 100%, 99% de votants. C'est-à-dire que les morts sont allés voter. Enfin, ça, c'est pas possible de tenir des élections dans ces conditions-là. C'est pas possible de tenir des élections dans des conditions où il y a des barrages filtrants qui décident, bah, toi, t'es blanc, tu passes pas, toi, t'es kanak, tu passes. C'est-à-dire qu'on empêche les gens d'aller voter. Donc, je crois que l'urgence, c'est que l'État, la justice, mettent hors d'état de nuire judiciairement les fauteurs de troubles, ceux qui aujourd'hui représentent un danger, pour qu'on puisse revenir à une gestion politique des choses et que la sérénité revienne. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Donc les élections, elles ne peuvent avoir lieu que lorsque le calme, la tranquillité républicaine seront rétablies en Nouvelle-Calédonie, partout sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Et quand elles sont décidées, il se posera la fameuse question du corps électoral, lequel la modification telle qu'elle était prévue, le projet de loi est suspendu. Il n'y a plus de majorité aujourd'hui, on ne sait pas laquelle en tout cas, au Parlement. Est-ce qu'on va pouvoir voter? Est-ce qu'on va devoir voter avec un corps électoral gelé? Est-ce qu'un accord va être possible entre ceux qui veulent construire sur une modification du corps électoral? Vous voyez les choses comment? On va déjà en discuter entre nous. Je ne vais pas, moi, anticiper sur les positions du groupe de travail unitaire que j'appelle de mes voeux. Ça sera un des sujets qui va rester sur la table. Après, il sera certainement à mettre en perspective avec d'autres sujets. Et il faudra en parler avec les indépendantistes également. Bien sûr, évidemment. Les Évidemment. constructifs? Avec les constructifs? Bah oui, vous savez, les gens qui veulent prendre les choses par la force, vous imposer par la violence, ils n'ont pas envie de discuter. Donc, par construction, le dialogue, il se fera avec ceux qui rejettent la violence et qui sont pour le débat démocratique. Vous nous parliez tout à l'heure, à plusieurs reprises d'ailleurs, des voisins vigilants, enfin en tout cas des gens qui sont organisés dans leur quartier, pas seulement à Nouméa, d'ailleurs dans les communes Oui. de l'agglomération également, pour protéger leur quartier et les populations. On a l'impression qu'il y a un petit relâchement. Alors, est-ce que c'est parce que la situation est plus calme effectivement? Est-ce que c'est un mouvement qui va continuer, qui a encore sa raison d'être aujourd'hui? Ben, très clairement, les gens, ils ont besoin de s'occuper de leur travail, mais de toute façon, les forces de l'ordre sont là. Donc aujourd'hui, avec les effectifs très importants de forces de l'ordre, la sécurité est assurée à des endroits où elle ne l'était pas la première semaine. Donc c'est vrai qu'il y a des barrages qui ont peut-être moins d'utilité. Et puis les gens, ils ont besoin de s'occuper de leurs problèmes personnels, s'ils ont perdu leur travail. Mais sachez qu'il y a une coordination et qu'on se connaît tous, qu'on se voit très régulièrement, qu'on se parle, parce que nous avons la responsabilité de rester extrêmement vigilants et prêts à protéger les gens si jamais on essayait de revenir faire un coup de force. Donc il y a de façon discrète des gens qui se réunissent et qui de façon très raisonnable, très posée, parce que nous sommes respectueux des lois, veillent à ce que nous soyons toujours en capacité de protéger les quartiers. Mais je tiens à préciser une chose, parce qu'il y a eu des polémiques sur certains barrages. Vous savez, les gens sur les barrages sont des gens raisonnables. Ce sont des gens qui sont très respectueux des droits des gens, et ils sont là pour sécuriser les quartiers. Il y a des barrages, oui, il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge, parce que c'est le drapeau de la République, c'est le drapeau de l'ordre public, c'est le drapeau de la sécurité. Et ils laissent passer les gens qui ont des drapeaux indépendantistes. Hein. Est-ce que c'est le cas dans les barrages indépendantistes? Vous pouvez passer avec un drapeau blanc-rouge? Moi, je ne crois pas. Nous, on respecte la liberté d'opinion des gens. À partir du moment où quelqu'un respecte ses voisins, respecte la sécurité, n'est pas dans la violence, il a le droit à notre respect. C'est la philosophie qu'on a. Donc, il y a une armée du mensonge, hein, l'armée de Bakou qui raconte plein de choses sur les milices armées, qui essaie de faire croire que ce sont les loyalistes qui ont brûlé les entreprises. J'ai entendu des élus, Mme Saliga, Mme Sakili, expliquer que c'était nous qui avions mis le feu à des magasins. Cette armée du mensonge, elle essaye de détourner l'attention sur la vraie responsabilité, sur les vrais agresseurs. Les agresseurs sont ceux
qui ont déclenché les hostilités le 13 mai, et même un peu avant, qui ont encouragé des jeunes à faire des bêtises, à brûler, à détruire les magasins dans leur propre quartier, qui essayent de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Nous sommes les victimes. Et nous sommes organisés pour défendre ce à quoi nous croyons. Nous croyons à la République française, nous croyons aux valeurs humanistes de la République. Nous croyons à la démocratie, nous croyons à la liberté de penser, nous croyons à la liberté d'expression populaire. Et donc, nous respectons toutes les opinions. À partir du moment où ces opinions respectent les autres et respectent les règles de la République. Le 24 septembre, pour vous, c'est une date à risque, forcément? On lit des choses sur... c'est une date très symbolique pour le peuple kanak. Donc on sait qu'il y aura des événements. On sait qu'il y aura des animations, des choses. On lit des choses. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Chacun est libre de s'exprimer. Nous, on s'est exprimé le 14 juillet, donc on ne sera pas choqué qu'il y ait une expression politique le 24 septembre. Mais je vais dire une chose très simple. Le 25 septembre, on sera toujours français. Parce qu'ici, c'est la République française et qu'on ne sort pas de la République française sans un processus démocratique et un acte juridique. On ne peut pas déclarer comme ça, tiens, j'ai envie qu'on soit indépendant, ça n'existe pas, ça. Pour l'instant, ici, c'est une terre de la République française, avec l'autorité de l'État, avec les forces de l'ordre, avec la justice, qui défend les mêmes droits pour tout le monde. Et donc, on sera vigilant à ce qu'il n'y ait pas de tentative, de coup de force, de refaire un coup d'État contre nous. On sera pas faible face à ça, je le dis, on ne sera pas faible. Mais en même temps, le temps est à l'apaisement. C'est-à-dire que la priorité, c'est surtout de rendre aux gens une vie normale, de permettre de lutter contre les conséquences épouvantables de ce qui s'est passé le 13 mai, d'essayer d'empêcher que les destructions qui ont été organisées par la CCAT avec le soutien de l'Azerbaïdjan touchent les gens. Donc notre priorité, notre combat, c'est de sauver les gens. C'est d'éviter que les gens perdent leur travail, que les familles soient dans la détresse. C'est ça le principal combat. Même si nous ne sommes pas faibles et même si nous ne sommes pas naïfs, et nous serons très vigilants sur tout le reste. En conclusion, Philippe Blaise, 12 semaines déjà, 12 semaines d'un climat particulièrement anxiogène, pour toutes les raisons dont on a parlé. On sait qu'il y a un certain nombre de gens qui préfèrent partir, quitter la Calédonie. Ouais, on sait que l'économie est dans une situation épouvantable. Aujourd'hui, est-ce que les Calédoniens ont encore une raison d'espérer, d'être optimistes? Ce qu'on vit est terrible et je comprends le désespoir. Je comprends ce que ressentent les Calédoniens, l'angoisse. Je comprends qu'il y ait des gens qui partent. Je comprends que lorsqu'on n'a pas d'autre solution, on doit nourrir sa famille et qu'on n'a aucune perspective de trouver travail, je le comprends. Mais moi, les leçons de l'histoire me réconfortent parce qu'il y a des pays qui ont connu 10 fois pire. Il y a eu la guerre, il y a eu des reconstructions. Et nous sommes un petit pays qui tombe très vite et qui sait se relever aussi très vite. Je crois que tout ça va dépendre de notre solidarité, de notre détermination collective. C'est pour ça que je mettrai toute mon énergie et tout mon temps à faire en sorte que les Calédoniens soient solidaires, ceux qui veulent travailler, qui sont dans la construction, de façon à ce qu'on se soutienne les uns les autres et qu'on puisse rebondir et défendre ce magnifique pays qui, pour moi, mérite d'être défendu. Parce que ici, il y a, malgré tout ce qui s'est passé, il y a une qualité humaine extraordinaire que vous ne retrouverez pas ailleurs. Donc, il ne faut pas que les gens soient seuls face à ces difficultés. Nous devons, Calédoniens, apprendre à être solidaires, réapprendre ces choses qui font partie de notre mentalité collective. C'est ça qui nous sauvera et qui va nous permettre de surmonter cette crise. Philippe Blaise, invité de Transparence, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Elisabeth.